Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Nouvelle pédagogie, collection créée par Jean-Max Méjean et dirigée par Philippe Marie. À l'heure où l'école est sur tous les fronts, critiquée de toutes parts et même remise en question dans sa forme et quelquefois son utilité, cette collection voudrait interroger tous les acteurs du système éducatif qui réfléchissent et ne se laissent pas aller à la morosité ambiante. S'il est vrai pourtant que la pédagogie a du mal actuellement à se régénérer, et si nous sommes plus enclins à la régression qu'à la progression, généralisation de la méthode globale, abandon du collège unique, apprentissage à 14 ans, etc. Il existe encore des pédagogues qui tentent l'innovation et ce sont eux que nous allons chercher afin qu'ils témoignent, humoristiquement, violemment, désespérément. Entre billets d'humeur, pamphlets et exhortations, il faudrait que la collection puisse réveiller le corps enseignant, mais aussi les élèves et les enseignants, afin que tous comprennent la nécessité de se réapproprier vite cette école, ferme indispensable de toute société et de toute culture. Où est le temps de la paideia? Où sont passées les utopies de 68? Pourquoi la guerre partout dans nos écoles et cet étalage gras de la violence dans les médias? Au secours! On est en train de nous saborder, parce que la société va mal et parce que l'on n'a pas d'autre alternative à proposer à la jeunesse. Déjà paru. Sous la direction de Philippe Maric, l'enseignement des pratiques oratoires de la maternelle aux grandes écoles, éloquence, plaidoirie, improvisation, de la théorie à la pratique, 2020. Nadine Krogenek et Stéphane Parou, dire, Casnave de Paris, la classe à venir. Scolarité des élèves migrants non francophones dans l'Académie de Paris. Thomas A3, 2020. Catherine Dumonde et EVOGE, podcast. L'écoute et la création sonore au service de la langue. Par des enfants pour des enfants, 2020. Préface, pour un enseignement augmenté par le numérique. Brutalement, en mars 2020, le traditionnel enseignement de proximité a dû être remplacé par l'enseignement à distance. Cette épreuve, car elle en a été une pour beaucoup d'enseignants, n'a pas seulement consisté à devoir apprendre à gérer une situation de communication dans laquelle la présence physique des interlocuteurs ne constitue plus un point d'étayage à la relation, elle a aussi confronté beaucoup d'enseignants à leur faible connaissance des particularités des outils numériques. C'est cette double lacune que ce livre veut combler, en proposant à la réflexion la façon dont quelques enseignants ont vécu ce nouveau défi, et comment ils ont tenté d'inventer des modalités éducatives radicalement différentes. Car depuis les origines de l'humanité, les êtres humains communiquent en présentiel en utilisant leur corps, auquel sont associés les odeurs, le regard et la voix. Et en distanciel, plus rien n'est pareil. 1. Un sentiment de solitude exacerbé de part et d'autre. À l'école, les enfants se retrouvent entre eux avant le début des cours pour échanger des propos informels, souvent dans une ambiance de bonne humeur. Or lorsque nous rions, notre cerveau sécrète des endorphines qui contribuent à un sentiment de détente et de bien-être, et certaines hormones créent un sentiment d'euphorie comme la dopamine, l'ocytocine et la sérotonine. Il en résulte notamment un sentiment de sécurité plus grand. Pendant le cours, il est possible d'avoir de brefs échanges en aparté avec des voisins, et entre chaque cours, les enfants se retrouvent entre camarades. En distanciel, au contraire, l'arrivée de chacun des participants est brutale. Il n'y a pas possibilité de se retrouver avant le cours, pour échanger des propos informels. Et la fin de celui-ci est tout aussi brutale, en ne permettant pas aux participants d'échanger leurs impressions, sauf à s'appeler immédiatement au téléphone, mais cela n'est possible qu'avec des interlocuteurs de confiance et ne permet pas des échanges collectifs. En distanciel, les corps sont également absents. Or il s'établit entre des corps en présence des coordinations motrices inconscientes, qui se traduisent psychiquement par un plus grand sentiment de coprésence et de confiance. Par exemple, deux personnes qui marchent côte à côte ont inconsciemment tendance à aligner leurs pas, et cela contribue à créer entre elles une forme de confiance réciproque. La perte de ces résonances motrices inconscientes a pour conséquence que les interlocuteurs sont moins assurés d'être dans un lien de confiance partagé, et que la disponibilité aux messages échangés est moindre. Enfin, dans une communication par ordinateur interposé,
chacun a tendance spontanément à regarder le visage de son interlocuteur sur l'écran exactement comme c'est le cas dans la communication in real life. Mais comme la webcam n'est pas située à l'emplacement où apparaissent les yeux de l'interlocuteur, chacun donne l'impression de regarder ailleurs. Or, les échanges de regards sont essentiels à la construction d'une résonance empathique. C'est pourquoi la communication par webcam interposée peut nourrir l'inquiétude de ne pas se sentir écouté ni accompagné dans ce que l'on expose. Il peut en résulter pour l'enseignant la tentation de caricaturer ses propos, pour être certain de se faire mieux comprendre. Pour toutes ces raisons, les mécanismes de coopération en distanciel sont souvent altérés et les particularités individuelles exacerbées. La dynamique de classe est différente. Ceux qui se sentent fragiles se sentent beaucoup plus isolés. Ils ne peuvent pas trouver dans le regard d'un copain la complicité silencieuse qui leur permet de reprendre confiance en eux. L'enseignant, quant à lui, n'a pas le retour habituel du regard attentif de certains élèves posés sur lui. Il en résulte un sentiment de solitude démobilisateur et une plus grande fatigue pour tous, enseignants comme élèves. 2. Les risques du numérique. Le passage du présentiel au distanciel a été aggravé en outre pour beaucoup d'enseignants par leur méconnaissance des outils numériques et par des campagnes de dénigrement de ceux qui préféreraient que la classe traditionnelle ne change jamais. Il est vrai que les outils numériques posent 3 défis majeurs à ceux qui veulent les utiliser. Ils encouragent l'attention superficielle aux dépens de la concentration, ils dissuadent le temps de la reformulation, et ils compliquent l'identification à la posture de l'enseignant. Or celle-ci tient la clé d'un enseignement réussi. Les connaissances peuvent en effet être acquises de 2 façons, dans le déplaisir, mais alors elles sont figées, ou dans le plaisir, et alors elles deviennent des savoirs qui sont susceptibles de constituer le socle de savoir ultérieur. Un dispositif d'enseignement permet l'acquisition de connaissances. Mais dans un processus de construction des savoirs, l'élève est invité à s'identifier à l'enseignant, à sa curiosité et à sa créativité, dans une dynamique de controverse et de confrontation décrite initialement par Aristote, les 10 Swallow-joie, et dont les effets favorables comme moteur d'apprentissage ont été montrés par Piaget. Ces difficultés de l'enseignement en distanciel ne doivent pas pour autant nous faire ignorer les caractéristiques du numérique qui peuvent être mises à profit. Car avec le numérique, les enseignants ne manquent pas d'atouts pour impulser le changement. 3. Pour une école augmentée par le numérique. La nouvelle culture des écrans introduit 6 changements majeurs dans le fonctionnement des nouvelles générations. 1. Les enfants y apprennent de plus en plus tôt à jouer avec plusieurs identités. 2. Ils s'engagent en parallèle dans la résolution collective des tâches et la valorisation de leurs expériences les plus personnelles. 3. Ils créent leurs propres images. 4. Ils valorisent les apprentissages intuitifs parallèlement à intelligence hypothético-déductive. 5. Et ils établissent une relation de plus en plus intime avec les machines. 6. Ils développent le goût pour le changement de tâche. Chacune de ces particularités peut être relayée par l'institution scolaire. D'autant plus qu'elles sont congruentes avec ce que nous savons aujourd'hui du corps, des sens, et des 8 formes complémentaires d'intelligence dont dispose tout être humain. En s'appuyant sur ces capacités nouvelles, les enseignants peuvent faire en sorte que les élèves échangent et interagissent entre eux malgré la distance. D'ailleurs, dans son avis du 25 mars 2021, le Conseil économique, social et environnemental préconise d'intensifier la recherche fondamentale et appliquée ainsi que l'évaluation dans les domaines des sciences de l'éducation et du numérique éducatif en y intégrant la thématique de l'usage des écrans. Il s'agit de mieux déterminer, de la maternelle à l'enseignement supérieur, selon les domaines d'apprentissage et les disciplines, les conditions pédagogiques pertinentes de l'utilisation des outils et contenus numériques. Les auteurs de cet ouvrage y contribuent chacun à leur façon. Et puisqu'il n'est pas interdit de rêver, j'imagine que viendra peut-être un jour la possibilité pour chaque enseignant d'organiser son orientation pédagogique, en lien avec un plan d'établissement et d'académie, dans 3 directions possibles. Ceux qui sont les plus charismatiques réaliseraient des cours pour un grand nombre d'élèves, réunis dans la salle des fêtes de l'établissement scolaire ou le gymnase, donc en présentiel. Il n'est pas obligatoire de s'intéresser au numérique pour être capable de faire cela. Ceux qui sont intéressés par le numérique les filmeraient lors de ces interventions,
ou en dehors sur des formats plus courts et réaliserait des animations pour rendre ces interventions attractives et diffusables sur une chaîne YouTube de l'Éducation nationale ou un équivalent, car les enseignants qui peuvent faire une bonne prestation orale ne sont pas forcément ceux qui sont le mieux placés pour l'enrichir d'incrustations et d'animations, c'est un autre type d'activité et vice-versa, et les enseignants qui ne se sentent pas des orateurs nés, mais aiment le contact de proximité avec les élèves, reprendraient les interventions des précédents dans des petits groupes d'une quinzaine d'élèves en cédant des vidéos synthétiques produites par certains de leurs collègues. Chacune de ces tâches est aussi importante l'une que l'autre, elles sont complémentaires et il est impossible de demander à un enseignant d'être compétent dans ces 3 domaines à la fois, ni même dans 2. Mais tous les enseignants sont plus compétents dans l'un d'entre eux, et peuvent avoir envie de s'y consacrer plus spécifiquement. En attendant, les contributions réunies ici ne montrent pas seulement des voies possibles pour enseigner avec le numérique. Elles anticipent ce que devrait être la création d'une plateforme éducation nationale valorisant toutes les initiatives dans ce sens, et l'identification, dans chaque académie, de personnes ressources qui accompagnent les initiatives numériques des enseignants. Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie HDR, membre de l'Académie des technologies. Avant-propos. J'ai toujours soutenu que le métier d'enseignant était un métier du cirque. Si tel est le cas, avec l'enseignement à distance généralisé du fait de la pandémie de Covid-19, alors nous passons de cirque en présentiel à la piste aux étoiles de Gilles Margariti. En effet, le but pour les enseignants est, plus que jamais, de remotiver des troupes d'élèves et d'étudiants en pleine déconfiture, de leur redonner le moral en poursuivant sa mission. L'enfermement, l'isolement, le changement des repères, la fin de la routine quotidienne, la peur de l'inconnu et de la nouveauté, la perte de leur petit emploi pour certains, l'éloignement de leur famille pour beaucoup sont cause de morosité voire de déprime ou de détresse. Conséquence, nombreux sont les décrocheurs et encore plus nombreuses les pertes de motivation. L'enseignant se doit donc de jongler avec les possibilités du numérique, non plus seulement pour dispenser un savoir ou un savoir-faire, mais pour maintenir ses troupes en éveil et leur redonner le goût aux études. Il se métamorphose en équilibriste pour leur faire oublier l'instant d'une courte chevauchée pédagogique hors norme, la morbidité de la situation et leur environnement de solitude. Pour ce faire, il dispose de toute sa panoplie de clowns, attitudes et comportements, regards et mimiques, gestuels et tons de la voix, tours de passe-passe devant la caméra, jeux de mots, jeux d'images. P. Maric. Préambule. Vers une prédiction du décrochage scolaire en situation d'isolement à l'aide de l'intelligence artificielle. Virgile Mangiavillano, enseignant de français et conseiller pédagogique numérique. Denise Ünal, élève et vainqueur du concours interne IATHON, lycée Saint-Benoît à Istanbul. Confiné et inquiet face à cette pandémie de Covid-19, une question nous taraudait tous, était-elle prévisible ? Existait-il un moyen de prédire la catastrophe, ou encore de la minimiser ? Selon le philosophe Edgar Morin, toutes les futurologies du XXe siècle qui prédisaient l'avenir en transportant sur le futur les courants traversant le présent se sont effondrées. Cependant, il précise qu'une personne avait anticipé cette catastrophe par le biais de l'expérimentation de l'épidémie d'Ebola, en annonçant le péril sanitaire qui nous attendait. Le prophète Bill Gates souligne dans sa tribune au Monde l'obligation de répartition des ressources, des efforts communs relatifs aux vaccins et la nécessité d'investir dans le système de santé des pays dans le besoin. De même, beaucoup d'espoirs portés sur l'intelligence artificielle se sont transformés en déception voire en véritable IA-bashing. Une impuissance prédictive notamment en termes de prévision de propagation du virus. L'IA, déjà utilisée pour prédire l'évolution de la grippe saisonnière chaque année, n'a pas pu être exploitée à sa juste valeur selon la numéricienne et docteure en sciences Aurélie Jean pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'absence de phénomène à modéliser par manque de connaissances au départ sur les mécanismes de propagation du virus et d'évolution chez l'être humain, et surtout de par l'absence de données faute d'antécédents, contrairement à la grippe saisonnière. L'IA n'avait cependant pas dit son dernier mot, car fort de nouvelles données dans le domaine démographique, du transport aérien, de l'évolution du nombre de cas, vitesse et accélération, le pic de l'épidémie a pu être prédit.
Cette difficulté à générer une description explicite algorithmique du phénomène par manque d'antécédents ne sera plus présente si par malheur se reproduit une situation similaire. Dans cette perspective que personne ne souhaite, nous nous sommes interrogés au sujet de la situation de décrochage scolaire en cette période de confinement, vécue par nombreux de nos élèves. À plusieurs reprises, nous sommes intervenus au cœur de cette période de confinement afin de venir en aide aux élèves décrocheurs, avec une idée en tête. Pouvions intervenir plus tôt ? Serait-il possible d'identifier en amont de la période d'isolement les potentiels élèves décrocheurs ? Afin de donner du sens à cette crise pédagogique inscrite au sein d'une crise plus globale, nous cherchions les mots qui nous manquaient à des solutions en devenir, ici en l'occurrence le terme de prédécrochage. 1. Vers une société prédictive. Dès l'Antiquité sur une échelle globale de société, les préoccupations relatives à la prédiction ont laissé de nombreuses traces. Dans la Grèce antique, l'oracle d'Apollon des temples de Didyme ou de Delphes permettait aux visiteurs d'obtenir réponses et éclaircissements, suite au retrait de la prêtresse au sein de l'Aditon au cœur du temple, où se situait l'omphalos. Les aruspices, prêtres devins étrusques, examinaient les signes naturels et les entrailles des bêtes sacrifiées afin de lire des présages annonçant un futur favorable ou pas. Sur le même modèle, les activités divinatoires étaient une discipline majeure dans les civilisations antiques mésopotamiennes, une forme de communication avec le divin permettant de comprendre une situation présente ou encore d'enquêter sur l'avenir, afin de savoir si une action future bénéficiera de la faveur divine en termes de réussite. Les civilisations amérindiennes préhispaniques considéraient quant à elles le rêve comme un véritable voyage en dehors du corps, pendant lequel l'homme reçoit les avertissements divins et prend connaissance du futur. Des rêves, des présages, des signes, interprétés par des devins prépondérants auprès des décideurs politiques, comme par exemple, à Rome où un collège de 60 aruspices devins durait presque 400 ans. Le Sénat romain consultait ces aruspices avant de prendre une décision. Depuis la révolution des technologies NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives, vers 2000, ce sont maintenant les données qui constituent le carburant de nos intelligences artificielles au plus près des décisionnaires. L'obsession demeure belle et bien identique, mieux comprendre le présent, le passé puis choisir la meilleure action dans une dynamique prédictive. Pré-traitement de santé. Dans le domaine de la santé, l'IA a déjà été employée afin de diagnostiquer la rétinopathie et le cancer du sein. Un apprentissage machine notamment à base d'images permettant de nourrir l'IA, et ainsi arriver à des résultats meilleurs que ceux des radiologues. C'est à partir d'exemples et de réponses connues que l'algorithme fonctionne pour arriver à des réponses dans des situations inconnues. Le nombre important de variables, échappant au cerveau organique humain, peut être combiné, corrélé et permettre d'atteindre une prédiction relative au traitement du patient. Prenons l'exemple actuel du Covid-19. Une collaboration française entre hôpitaux et instituts de recherche a démontré la capacité à prédire non seulement les analyses faites par les spécialistes, mais également les pronostics, orientant les traitements dans telle ou telle direction. Prémédicaments. Le domaine pharmaceutique n'est pas en reste face aux prémices de la pharmacie de demain, selon les responsables de la société Ictos œuvrant en partenariat avec le Stanford University Institute. Des robots, sous forme de pipettes mécaniques, synthétisent et testent automatiquement les molécules, ces dernières étant les ingrédients actifs dans le médicament à venir. Ainsi, dans une espèce de boîte pharmaceutique, tout est automatisé. Le test, la synthèse et la génération à l'aide de robots et imprimantes 3D M6. Or, cette boîte pharmaceutique peut maintenant générer les molécules, mais surtout prédire les propriétés de celles-ci avant de synthétiser et tester. Nous saurons en avance si la molécule est active, efficace, non toxique ou encore synthétisable. En d'autres termes, nous saurons a priori si oui ou non la molécule est intéressante. Selon Maximilien Lévesque, chercheur à l'École normale supérieure cofondateur d'une entreprise réalisant de la recherche de médicaments avec l'IA, on est capable aujourd'hui de prédire 10 000 fois plus vite l'affinité d'une molécule sur une protéine, on est capable de réduire le nombre de tests de synthèse inutiles et donc un temps de recherche 6. À noter cependant qu'à l'heure actuelle, seulement 1% des molécules, ingrédients actifs, en phase préclinique passent en essai clinique,
puis moins de 10% de molécules en phase 1 sur essai humain finissent par être commercialisées toujours selon Maximilien Lévesque. Pré-recrutement. Une expérience singulière fut menée par la société Amazon en 2018, au sujet du recrutement de son personnel. En effet, les CV des candidats pour un poste au sein de la société Amazon se voyaient évalués selon un système de notation allant de 1 étoile à 5 étoiles, rappelant les 5 étoiles de la plateforme en ligne permettant d'évaluer les vendeurs. Ceci suite à l'entraînement d'un modèle utilisant la méthode d'apprentissage machine, nourri de données relatives aux employés présents ou passés au sein de la société Amazon. Une utilisation donc de leurs propres données prenant en compte des critères d'une carrière réussie tels que la durée d'emploi, le nombre de promotions, le salaire. Au final, les résultats se révélaient sexistes et discriminatoires. Ce système fut abandonné en phase de test par la société Amazon. La mathématicienne et informaticienne Cathy O'Neill ne remettait pas en cause les critères sélectionnés d'une carrière réussie par la société Amazon. Cependant, elle soulignait que ce système ne prenait pas en compte une évaluation par compétences et était surtout alimenté par des biais culturels de nos sociétés, ici en l'occurrence un profil masculin plus proche des critères de réussite sélectionnés pour l'algorithme 7. Pré-crime. Le concept de police prédictive et du profilage des criminels se développe depuis 2010 dans divers services de police aux États-Unis. Un logiciel prédictif Predpol analyse l'historique des données criminelles afin de prédire les lieux où se dérouleraient les prochains crimes, des points chauds, hotspots, affichés sur une carte utilisée par les services de police pour envoyer des patrouilles en priorité. En avril 2020, le service de police de Los Angeles, pourtant pionnier dans ce secteur en 2010, annonçait sa décision de non-renouvellement du contrat pour des raisons budgétaires donnant priorité à des mesures sanitaires en situation de pandémie. Auparavant, plusieurs services de police aux États-Unis et au Royaume-Uni avaient abandonné ce logiciel, évoquant la raison d'absence d'impact sur la réduction de la criminalité. Les détracteurs soulignent les biais techniques et la continuité voire l'accroissement des discriminations avec ce type de système. C'est notamment le point de vue de la mathématicienne et informaticienne Cathy O'Neill, dans son ouvrage Algorithme, la bombe à retardement. Sur les bases du passé, la police prédictive et le profilage des criminels continuent à amplifier et à propager l'historique raciste de la police et du fonctionnement de notre société. Pré-cinéma. Depuis le film 2001 L'Odyssée de l'espace, réalisé par Stanley Kubrick en 1968, l'intelligence artificielle est un thème de prédilection, présent dans de nombreux longs métrages, notamment avec l'aide d'effets spéciaux toujours plus performants. Il faut cependant attendre 2014 pour une mise en application artistique avec le lancement par Google du projet Deep Dream, permettant la transformation automatique d'images dans un style souhaité. Des prémices de la future et potentielle réalisation de films par des applications d'intelligence artificielle, avant la création de 2 courts-métrages par l'IA Benjamin en 2016 et 2018. Lors du premier court-métrage, Benjamin a écrit un scénario de film de science-fiction après s'être nourri de nombreux scripts issus des meilleurs films dans ce domaine. Le deuxième court-métrage mettait cette fois-ci la machine dans la peau du réalisateur puisque Benjamin réalisait non seulement le scénario, mais commandait également des prises de vue pour ensuite les ajouter à du contenu cinématographique déjà existant notamment avec la technique du face swap, d'échange de visage. En termes de prédiction, c'est incontestablement la potentielle réussite d'un film qui est analysée, en particulier pendant la phase de PRE accent aigu production. Selon son PDG, la société Scriptbook est déjà en mesure de prédire la réussite financière d'un film selon son scénario avec une précision de 86%. Scriptbook est également capable de prédire le profil idéal du public visé, et même les scores sur la plateforme de cinéma IMDb. Les mastodontes hollywoodiens Warner Bros. Et 20th Century Fox travaillent déjà depuis plusieurs années avec des sociétés d'intelligence artificielle permettant d'anticiper le succès financier, une stratégie marketing ainsi que le public cible selon les données des acteurs, de budget, de scénario et même avec l'analyse de la bande-annonce. L'invasion du cinéma par des IA créatrices paraît bien lointaine, alors que les évolutions artistiques par une IA collaboratrice vers une direction adaptée au marché,
paraissent de plus en plus incontournables. Nous constatons ici une accélération des tentatives prédictives plus ou moins réussies dans ces nombreux domaines, au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Il existe néanmoins un secteur quelque peu absent de ce large panel, pourtant fondamental aux yeux de tout un chacun, l'éducation. Cette période de confinement a mené à un basculement de l'ensemble de notre dispositif pédagogique classique vers un dispositif en ligne. Dans la plupart des cas, les établissements étaient pris de court face à cette transformation, laissant par cette occasion de nombreux élèves sur la touche. Ces derniers ne parvenaient pas à rester dans ce circuit scolaire transformé et subissaient un décrochage scolaire. Était-il possible d'anticiper cela ? Un système prédictif aurait-il pu permettre d'identifier les élèves potentiellement décrocheurs en amont de la période de confinement ? 2. Vers le pré-décrochage lors du prochain isolement. Tout comme le pré-traitement de santé ou encore le pré-médicament, le concept de pré-décrochage scolaire prend tout son sens au sein de la période que nous traversons. En effet, il pourrait permettre de prédire le risque de décrochage scolaire des élèves. Ceci au moment de l'annonce d'une période de confinement massive en raison d'une pandémie, mais également dans le contexte d'un isolement individuel pour des raisons de santé, familiale ou personnelle. Ainsi, cette étude trouve une utilité globale, le concept de prédécrochage étant adaptable à toute forme d'isolement, grâce à une solution d'intelligence artificielle nourrie de données relatives aux élèves dans un contexte donné. 2.1. Contexte du lycée Saint-Benoît à Istanbul. Il s'agit d'une école bilingue franco-turque laïque composée de presque 950 élèves et de 95 enseignants turcs, français, sénégalais, ivoiriens et irlandais. Sous la direction d'un directeur français et d'un directeur adjoint turc, ce lycée fait partie du réseau de coopération éducative francophone en Turquie, doté du label France Education depuis 2013. Fort d'une très riche histoire, les premiers écoliers mettent les pieds à cet endroit dans une école rattachée à un monastère bénédictin à la fin du XIVe siècle, avant l'arrivée des jésuites français en 1607, puis remplacée par les lazaristes en 1783 qui fondent le lycée actuel Saint-Benoît en assurant aujourd'hui encore sa tutelle. Cette date est inscrite sur l'ensemble des éléments de communication et marque l'année de fondation symbolique de l'établissement. Les programmes d'enseignement dépendent directement du ministère turc de l'Éducation. Ils sont ainsi conformes à tout autre lycée turc du pays. Le poids du français est cependant très fort puisque les sciences mathématiques, chimie, biologie, informatique et physique sont enseignées en français. Le français langue étrangère est enseigné chaque année de lycée, 10 périodes en première année de lycée, 8 périodes en deuxième et troisième année, 6 périodes en quatrième année. Auparavant, une année de classe préparatoire en langue française est obligatoire pour tous les nouveaux élèves intégrant le lycée, ceux-ci sans aucune connaissance préalable de la langue. En prenant le cadre européen commun de référence pour les langues, le département de français se donne l'objectif du niveau A2+ à la fin de la classe préparatoire, le niveau B1 à la fin de la première année de lycée et le niveau B2 à la fin de la troisième année de lycée. Des cours spécifiques lors de la dernière année de lycée permettent à une partie des élèves en terminale d'obtenir le niveau C1. 2.2. Un dispositif numérique axé sur l'intelligence artificielle. Depuis la rentrée 2015, le lycée s'est doté du Comité Développement Recherche Numérique, CDRN, une structure innovante dont la mission est de définir et gérer la politique éducative numérique du lycée Saint-Benoît, forte de 7 pôles d'action et innovation. Ancré au sein du département Sciences et Technologies depuis 2018, le CDRN conforte ainsi ses 3 pôles d'action et innovation dans le domaine de la robotique, du codage ainsi que de la réalité virtuelle et augmentée, toujours en parallèle avec une ingénierie de formation menée sur l'intégralité de la structure. Depuis 6 années, ce CDRN organise en effet un printemps numérique, devenu Printemps numérique international en 2017, rendez-vous international relatif à la pédagogie avec le numérique. Chaque année, c'est tout un réseau francophone de coopération qui se renforce dans une dynamique internationale, fédérant les initiatives pédagogiques afin de mutualiser les expériences et mettant en lien des acteurs du monde entier dans le domaine de l'innovation pédagogique avec le numérique.
L'intelligence artificielle constituait le thème de la 6e édition du Printemps numérique international tenue le 21 et 22 février 2020. Un choix conforté par des formations menées auprès de l'intégralité de l'équipe en juin 2019 ainsi que par la création d'un club intelligence artificielle auprès des élèves à la rentrée 2019. Un IATHON représentait l'innovation principale de cette 6e édition, un hackathon pédagogique sur le thème de l'intelligence artificielle avec 10 équipes d'élèves issues de 20 lycées d'excellence en Turquie. Pendant 28 heures, les élèves travaillaient sur des bases de données autour de l'objectif de classification d'images, du vendredi 21 février 9h à samedi 22 février 13h, ceci encadré par des mentors issus de différents établissements et sociétés dans le domaine de l'IA. Les élèves œuvraient vers l'acquisition de nouveaux savoir-être notamment en matière de collaboration, de formation d'adultes et apprentissage par les pairs, ainsi que de nouveaux savoir-faire dans ce secteur à la pointe des nouvelles technologies, notamment en relation avec l'apprentissage machine. C'est dans ce contexte que se trouvait la genèse de notre recherche menée dans le cadre de cet article, à savoir une collaboration entre un élève vainqueur du concours interne de sélection dans son établissement pour l'IATHON et un enseignant organisateur du Printemps numérique international sur ce thème de l'intelligence artificielle. 2.3. Décrochage scolaire, concept, situation d'isolement et spécificité locale. Avant de présenter nos travaux de recherche, il convient de bien définir le décrochage scolaire, aussi bien de manière théorique que pragmatiquement suite à notre expérimentation locale en cette période de confinement exceptionnel. Selon le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse française, le décrochage est un processus qui conduit chaque année des jeunes à quitter le système de formation initiale sans avoir obtenu une qualification équivalente au baccalauréat ou un diplôme à finalité professionnelle, de type certificat d'aptitude professionnelle, CAP. Il est inscrit dans le Code de l'éducation aux articles L122.2 et L313.7. Cette définition transposable sur un plan international revêtait une autre nature en cette période exceptionnelle de confinement. En effet, en France comme en Turquie, les autorités éducatives annonçaient l'absence de prise en compte de l'évaluation. Certes, l'obtention du diplôme était maintenue, mais selon des contenus et une évaluation antérieure à la période de confinement. Afin de pouvoir mener une recherche la plus pertinente possible, nous avons décidé de mesurer le décrochage scolaire avant l'annonce du ministre turc de l'Éducation le 30 avril 2020 de ne prendre en compte aucune note à partir du début du confinement le 23 mars 2020. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.